j'ai le plaisir d'appeler Vincent Collard, responsable R&D éco-conception de Citeo. Vous pouvez l'applaudir. Vincent nous rejoint depuis Bonjour. plus d'une quinzaine d'années. Vincent, eh bien, vous êtes impliqué dans l'émergence de nouvelles filières de recyclage. Vous managez une équipe de 15 ingénieurs projets au sein de l'éco-organisme Citeo. Alors, on l'a dit, un cadre réglementaire en pleine ébullition, on va y revenir, mais une précision utile aussi pour comprendre les éléments que va pouvoir apporter Vincent. Vincent, vous animez un groupe de travail au sein du Comité européen de normalisation pour définir ce que devront être les plastiques recyclables ou non, et donc une problématique et des définitions qui pourront être prises en compte par le cadre réglementaire. Citeo, en quelques mots, l'éco-organisme en charge de la REP emballage ménager, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Une entreprise privée qui ne collecte pas des taxes, donc avec une mission d'intérêt général qui est de baisser l'impact environnemental des emballages, tout simplement, et plus globalement de baisser l'impact environnemental de notre consommation à travers l'emballage. Donc c'est vraiment ça, c'est une entreprise privée, et voilà, et on est tous engagés, là on est 350 maintenant, pour vous aider à baisser l'impact, que ce soit en choisissant le bon matériau, en se passant de l'emballage, si on peut s'en passer, un peu en vrac, et un cadre en pleine évolution avec le cahier des charges qui est mis en consultation, mais on y reviendra plus tard pour la prochaine période. Alors Vincent, tout d'abord, rentrons dans le vif du sujet, les taux de recyclage par emballage ménager. Oui, c'est des taux qui évoluent petit à petit, mais qui ne sont pas acceptables encore. Il va falloir agir sur toute la chaîne de valeur pour les augmenter. C'est vraiment un sujet, j'ai voulu commencer par ça aujourd'hui, pour expliquer un petit peu toute la démarche qu'il y a derrière, sur le réglementaire, mais aussi sur les initiatives volontaires des entreprises. Qu'on ait ensemble un objectif, qu'on ait moins d'emballages, qu'on ait des emballages là où on en a besoin, et qui se recyclent en fait ces emballages. Et puis développer du réemploi, bien entendu, mais ce réemploi se recycle aussi. Donc là, c'est vraiment, c'est plutôt de se dire, il faut agir à plein d'endroits de la chaîne pour que ça marche. Rendre les emballages recyclables, c'est une chose. Lancer du réemploi, c'est une chose. Mais voilà, il faut aussi que les Français collectent, il faut qu'on trie. Enfin voilà, c'est toute une chaîne de valeur et il faut vraiment que tout le monde soit impliqué là-dedans pour qu'on y arrive. Et juste ça se traduit juste en CO2. Parce que c'est intéressant aussi de se dire qu'est-ce que ça donne, c'est qu'on a signé des accords de Paris, on essaye de diminuer notre impact environnemental. Alors là, c'est le CO2, on pourrait faire la même chose sur l'eau ou la biodiversité, mais sur le CO2, c'est quand même à moins 80% d'impact. Donc c'est vraiment pas négligeable ce qu'on doit faire en passant par des nouvelles technologies, mais aussi en passant par de la sobriété. Il y a les deux. On ne pourra pas faire que avec de nouvelles technologies ou que de la sobriété. Et donc en fait, c'est toute cette logique-là que nous, on a au sein de Citeo, mais qu'on retrouve aussi dans les textes. Et qu'on trouve donc dans les textes réglementaires, mais qu'on trouve aussi dans les politiques d'un certain nombre d'entreprises qui, du coup, sont engagées dans cette direction. Avec effectivement un volet action volontaire et un volet réglementaire. C'est ça. Et moi, je dis souvent que si vous faites attention, là, Fabrice citait les différents textes réglementaires qui se sont empilés depuis 2018. Gardez tous en tête que 2018, c'est quoi? C'est Hélène MacArthur qui rayonne au niveau international. Donc ça démarre de l'industrie et ça se concrétise dans des textes. Effectivement. Et ça se concrétise dans des textes comment? Juste que vous l'ayez en tête, ça se concrétise dans des textes complètement différents dans chaque pays. Parce que dans chaque pays, on a des perceptions différentes, on a des façons de voir les choses différentes et boum, on va définir, en France c'est AGEC par exemple, qui est la plus connue, mais en Allemagne ça va être complètement différent, c'est Centralstelle, en Espagne il y a un décret royal, enfin voilà, et chacun va aller de sa sauce pour définir qu'est-ce qu'un emballage inutile, qu'est-ce que je dois réduire, de combien, qu'est-ce qui doit être réemployé, et du coup ça fragmente complètement le marché européen. Et ce qu'on a tendance à dire, c'est qu'on a l'impression que ça fragmente le marché européen de l'emballage, mais pas du tout, ça fragmente le marché européen des produits emballés en fait, finalement. D'où un besoin d'harmonisation. D'où un vrai besoin d'harmonisation. Et c'est ce que propose la Commission européenne. Ce qui est débattu aujourd'hui au Parlement, c'est PPWR, Packaging and Packaging Waste Regulation. Ça annule le droit européen sur l'emballage. Donc ça, c'est quand même un truc énorme. Ça annule tout ce qu'on connaît depuis 1994. Ça le remplace. On est passé d'une directive initialement à un règlement qui va s'imposer sur le droit français. Oui, je pense que à la fin de cet épisode, je ne sais pas à quelle saison et à quel épisode on est sur ces textes réglementaires, mais si on était une série, mais à la fin de cet épisode, je pense que tout le monde va avoir un bon vernis sur comment marche un texte européen.
Donc une directive, en gros, c'est un texte européen qui vous fixe des objectifs de résultats, mais pas de moyens. Chaque pays a le choix de faire les moyens qu'il veut pour atteindre le résultat. Directive SUP, traduite en droit français par la loi AGEC. C'est ça. Et donc la France dit, moi je l'interprète comme ça et on va l'atteindre les objectifs de telle manière. Sur un règlement, boum, ça tombe d'en haut, j'applique. On me fixe les moyens et les objectifs. Et ça harmonise, par nature. Alors, quel est l'échéancier, le planning que l'on a en tête sur le PPWR? L'échéancier, c'est que vous l'avez bien en tête, c'est que là, ça se débat au Parlement aujourd'hui. Exactement. Décembre, réunion des États membres, ça s'appelle le Conseil. Vous aurez vraiment un bon vernis sur le droit européen. Hein. Oui. Donc le Conseil va débattre en décembre. Si le Conseil nous dit la négo est possible avec le Parlement et la Commission, on va aller tout droit vers une publication en mai 2024. Si le Conseil nous dit c'est mort, j'arrive pas à négocier, on ne sait pas où on va. Alors l'hypothèse la plus probable, c'est quand même plutôt l'hypothèse 1 à ce stade, à ce que je comprends. À ce stade, l'hypothèse 1, c'est que tout le monde dise bah ok, on va trouver des moyens de négocier. Et donc vous imaginez, ça veut dire je veux sauver la mesure de la fin pour la France par exemple. Tiens, je veux sauver la mesure pour interdire les barquettes plastiques dans les fruits et légumes et je lâche sur autre chose parce que bien sûr, ça va remettre en cause des mesures d'AGEC. Donc quand même, il faut se dire que c'est une des priorités au niveau européen. La présidence belge qui débute en janvier l'a d'ores et déjà mis à son agenda. L'enjeu, on parle droit, mais il faut parler politique, c'est quand même que le texte sorte avant les élections européennes de juin. D'où aussi voilà, l'idée que le compromis devra être trouvé rapidement. Mais ce qui est vrai, c'est qu'au niveau des détails que l'on va présenter, parce qu'ils sont importants, c'est pas gravé dans le marbre. Non, c'est pas marqué dans le marbre et je l'ai fait exprès. Vous verrez des slides qui sont un peu chargés avec des choses en noir, en rouge, des barrés. C'est juste pour vous faire comprendre que ça vit et qu'on n'y est pas encore là. On est au draft. Il y a quand même des grosses tendances qu'il faut noter, qui ne bougent pas depuis le début. Mais il y a plein de choses qui bougent encore. Mais voilà, mais une fois que ça va être acté, ça va vite parce que c'est publication mai de l'année prochaine, quoi. Et effectivement, rarement texte n'aura été l'objet de vives discussions, d'intenses lobbying. Il faut bien dire que le Parlement européen a tendance à être mieux disant que les textes proposés par la Commission. Dans ce cas de figure, on a l'impression qu'au Parlement européen, il y a eu de tout et plutôt des objectifs baisser en fait. Ça dépend sur quel article. Ça dépend sur quel article. Ce qui cristallise les débats, mais que ce soit pour les États membres comme pour le Parlement, c'est les questions du réemploi et c'est les questions des interdictions de produits. Donc c'est ça, qui a le droit d'interdire un emballage et un produit? Par exemple, dans le texte actuel, on interdit toutes les mini-doses là, que vous trouvez dans les hôtels, de beurre, de confiture ou autre. Qui a le droit de décider ça? Parce que la Commission dit c'est moi, toute seule, sans consultation. Les parlementaires disent oh là là, non, c'est moi. Les États membres disent bah non, c'est le ministre ou les députés qui ont le droit de faire ça. Et en fait, c'est plus un marché européen quand on commence à réfléchir comme ça. Exactement. Donc ça, c'est le vrai débat de fond sur les interdictions. Alors j'ai pris cet exemple-là, hein, il y en a d'autres, on peut en parler. Alors rentrons dans le détail, voilà. Justement, Vincent. Les interdictions. Donc là, voilà, ça cristallise les débats. Avec le réemploi, c'est vraiment les deux gros sujets. Par exemple, la recyclabilité, il y a des divergences, mais on va y arriver. Il faut vraiment se dire ça. Donc sur les interdictions, on voit que ça continue. On a des interdictions qui existent depuis la SUP. AGEC en a rajouté en France. Et la PPWR va nous challenger un petit peu ce qu'on a fait en France, ou en Espagne, ou peu importe, c'est pas contre la France, hein, mais va le challenger, va en créer des nouveaux, va en supprimer d'autres. Voilà. Et donc on va arriver sur quelque chose. Alors par exemple, dans les emballages qui sont un peu emblématiques, donc la France a interdit, je disais, les fruits et légumes. Pas tous, mais la plupart des fruits et légumes emballés dans du plastique, l'Europe nous dit non, emballés tout court. On emballe, on interdit le carton, on interdit le bois, on interdit tout en fait. Parce qu'on ne veut plus de fruits et légumes emballés. Donc voilà, donc ça on sent que ça va plus loin que la France et que la France n'aura pas trop de mal à signer un truc pareil. On voit des choses aussi complètement anecdotiques. Enfin, il faut imaginer les intenses lobbying dans tous les sens. Il y a une interdiction de mettre du film autour de sa valise pour prendre l'avion. Mais pourquoi on passe du temps sur cet emballage-là en particulier? Il y a tellement d'autres enjeux. Et d'un coup, il y a eu un sujet sur celui-là. Et hop, poussé par le lobby des verrous de valises. C'est ça, des verrous de valises, on ne sait pas. Mais voilà, on a un focus là-dessus. Et à contrario, on voit il y a par exemple pas de débat fond sur nous, on a eu la question de savoir est-ce qu'on doit rendre des emballages qui contiennent des produits cancérigènes? Est-ce qu'on doit vraiment les rendre recyclables? Est-ce qu'on va vraiment les recycler, ceux-là?
compliqué. Nous, on se dit plutôt qu'il faut les exonérer de les rendre recyclables. Enfin, peu importe qu'ils soient recyclables ou non, de toute façon, on va plutôt les détruire vu ce que ça contient. Et bien, s'ils ne sont pas exonérés du tout. Ah d'accord. Il n'y a pas eu assez d'explications, de pédagogie pour pouvoir les sortir, et pourtant, ça paraît du bon sens. Alors en tout cas, les interdictions, une liste claire devrait sortir du chapeau. Quid des réductions? Sur les réductions, alors déjà, vous avez tous en tête AGEC qui vous demande de réduire du plastique. Ça, c'est hyper important, c'est vous dire PPWR ne réfléchit pas exactement comme ça. Pourquoi? Parce que dans le nord de l'Europe, on ne réfléchit pas comme en France. Rappelons AGEC 2040, la tendance, c'est sortie du plastique. C'est un objectif tendanciel qui n'a pas été traduit concrètement. Exactement, c'est pas une interdiction. En gros, en 2040, si vous avez encore du plastique, vous ne serez pas mis en prison. Vous n'aurez pas une amende. Par contre, c'est une vraie tendance, on a envie d'y aller. Et les marques, d'ailleurs, s'en emparent. Hein. Peu importe, encore une fois, il y a la loi, mais après, il y a les actions volontaires. Nous, on voit monter le carton naturellement par les marques, et nous, on l'accompagne. Mais là, on voit que c'est une tendance. L'Europe nous dit, oui, on va sortir du plastique, mais ce ne sera pas une interdiction pure et dure. Voilà, on va mettre un moins 20% en 2040 du plastique Moins à usage ambitieux. unique. Moins ambitieux. Alors, c'est vu comme moins ambitieux. Enfin, voilà, En mon vrai, point de vue. En vrai, leur réflexion, c'est de se dire, ok, si je supprime le plastique, c'est remplacé par quoi? Et en fait, parfois, les alternatives sont moins bonnes en termes d'ACV, tout bêtement. Et du coup, ils se disent, il faut un peu plus d'intelligence que de juste dire, on sort du plastique, point barre, et qui était une mesure politique. Et nous, on demande d'avoir un truc un peu plus rationnel. Voilà. Et donc, ça peut être vu comme un manque d'ambition. En fait, moi, je vois plutôt comme un point de vue, une approche rationnelle. Effectivement, j'ai apporté une forme d'appréciation. Si on reste objectif, c'est simplement que l'objectif est plus bas. Mais pensez bien que cet objectif de réduire le plastique, on le retrouve encore dans le cahier des charges Citeo qui est proposé pour le prochain agrément. Donc ça revient en France. Mais voilà, l'Europe a un objectif, une vision un peu différente. Et en gros, l'Europe nous dit, juste pour finir là-dessus, sur la baisse du plastique, nous dit, je préfère un 100% plastique qui se recycle hyper bien qu'un carton plastique. Et ça, pareil, c'est nouveau. Il faut vraiment qu'on se langue dans la tête en France parce que du coup, c'est pas du tout ce qu'on a dans nos logiciels depuis AGEC. Alors, moi, je reprends volontiers ce que dit Fabrice quand il parle des cartons plastiques. On est dans la période d'expérimentation. Voilà, on est dans une phase où on apprend. On va faire mieux. Nous, on a des travaux, par exemple, avec le Centre technique du papier ou avec le Circular Challenge pour rendre des papiers barrières à l'eau, barrières aux graisses. Donc, on va arriver à des 100% carton. Alors ça, c'est important comme message parce que c'est vraiment la question qui se pose. On a beaucoup de solutions, y compris sur le salon en papier, mais avec voilà, des coatings plastiques pour justement atteindre ces fonctions barrières. La R&D sur le papier va faire en sorte qu'on va pouvoir se passer de ces apports du plastique. On l'espère. On est par exemple sur les microfibrilles de cellulose. Allez, un mot technique. Microfibrilles de cellulose, c'est tout simplement on oriente les fibres du papier dans la bonne direction et tout bêtement, ça donne une barrière au papier, une barrière aux graisses et aux odeurs. Ça, en fait, ça pourrait peut-être déjà... On est déjà au point où on se dit on peut industrialiser pour, par exemple, des salades qui vont être consommées dans la journée. Et ces évolutions-là font qu'on restera sur du papier carton, on basculera pas dans la réglementation plastique? Oui, complètement. La chromatogénie ou la microfibrille, mais il y a d'autres innovations comme Silcoa par exemple, on ne bascule pas dans le plastique en fait dans la définition. Entendu. Après, voilà, il y a encore plein de progrès à faire. C'est pas encore industriel en concret, mais on cherche. Voilà, on va être au stade là où on cherche des gens du papier carton qui sont prêts à investir, parce qu'il faut investir pour produire pour les clients. Pour avancer sur ces projets. Ouais, entendu. Et la chromato, on va bientôt la valider contact alimentaire. Donc là, c'est en cours. D'ici la fin de l'année, on espère qu'on aura la réponse et qu'on pourra vous partager la bonne nouvelle. Pour l'instant, on n'a pas d'alerte. C'est un agrément européen qui va... Il faut que ce soit sur la liste positive des matériaux qu'on a le droit de mettre au contact alimentaire. Donc c'est l'EFSA et la Commission européenne qui vont nous le dire. Nous, un sujet à suivre. On candidate. Et donc oui, par contre, il faut réduire le plastique vierge. Et il y a des mesures pour remplacer du plastique vierge par du recyclé. Et c'est une bonne nouvelle, encore une fois, avec des obligations par type d'emballage. Donc avec des objectifs de réintégration de matières recyclées, c'est bien. Exactement, de boucler avec en plus des taux qui sont réfléchis suivant si c'est du PET ou si c'est autre chose, parce qu'on sait tous que c'est plus facile dans du PET pour le contact alimentaire. Et puis pareil, pour le non alimentaire, on peut aller un peu plus loin. Mais voilà, donc on est vraiment là dans des logiques de réduction de plastique vierge, de plastique quand même, faut le dire, il y a quand même un moins 20, moins 30, moins 40%, et puis de réduction tout court. Là, dans notre projet de cahier des charges d'agrément, Citeo, on a un objectif de réduire la quantité de boissons de moins de 0,5 litres, avec un malus.
Donc ça, je ne sais pas si ce sera voté, hein, c'est encore un projet de texte, mais en fait, c'est pas marqué plastique. Les briques, les bouteilles de bière, 33, les en verre, tout sera concerné. Tous les formats nomades. Parce que l'État se dit, je veux pas sortir du plastique pour remplacer par de la brique, de la canette ou de la bouteille en verre. En fait, je veux juste sortir de l'emballage à usage unique. Et on retombe sur l'usage unique. Mais voilà, donc on multiplie les actions sur la réduction chez Citeo pour accompagner nos clients. Ça va se renforcer dès l'année prochaine. On est en train de se staffer et de monter, de créer des nouveaux outils. Là, vous en avez en avant-première une capture d'écran d'un outil qui va sortir. En gros, on a pris une catégorie, par exemple le rayon jambon. On a pesé tous les emballages et on lave via la déclat. Et on vous dit où vous vous situez par rapport aux autres, tout bêtement, pour voir si vous êtes trop lourd, si vous êtes trop léger, si vous êtes... Ah oui, un outil comparatif de benchmark qui est tout à fait utile. Tout bêtement. Et donc voilà, ça manquait et on se dit que ça va être utile de le faire. Alors ça vous demandera un peu de saisie manuelle, mais derrière ça vous permet de vous comparer et de se dire, bah tiens, il y a des poids à aller chercher. Mais il faut bien comprendre que la réduction, c'est pas que aller chercher des grammes. Hein. On est vraiment dans un monde où il va falloir supprimer de l'inutile, ce qu'on appelle inutile, peu importe la définition, mais il va falloir supprimer de l'emballage, il va falloir développer du réemploi, du vrac, enfin, voilà, on est en plein dedans. Et aller vers de nouvelles pistes. Exactement. Et donc des nouvelles pistes avec des grands formats, avec des emballages avec moins de composants, etc. Enfin tout ce qu'on connaît, mais qu'il faut remettre au goût du jour. Voilà, et vraiment le message c'est aller chercher le gramme, ça ne suffira pas à atteindre les objectifs. Et le réemploi alors, Vincent? Très rapidement, réemploi, on va avoir des objectifs, il faut développer le réemploi. Nous on est là pour accompagner, donc on va avoir des taux au niveau européen. Mais juste dire que nous, on est là pour accompagner, il faut passer par des emballages standards. On en est persuadé. Au niveau européen, là, c'est les grands débats qu'il y a actuellement. C'est est-ce qu'on va dans le... Est-ce qu'on l'impose partout? Est-ce qu'on l'impose à certains secteurs? À quel taux? Alors c'est ça. C'est les grands débats. Le grand débat, par exemple, sur la vente à emporter, les objectifs initialement dans le texte ont été enlevés sur la dernière version via la commission Envie. Oui, complètement. Et c'est vraiment, aujourd'hui, on va voir si les autres sont menacés, hein, mais on se posera toutes ces questions-là. Mais juste un point là-dessus. On parle beaucoup sur le Parlement qui va voter, là, qui prend des décisions. Je ne crois pas que les États membres en décembre laisseront passer s'il n'y a pas d'objectif réemploi. Oui. Je ne crois pas qu'il y aura un consensus si vraiment le Parlement dit rien sur le réemploi. Oui, effectivement. Donc c'est pas une vraie inquiétude, c'est que ça va juste durcir les négociations en décembre et ça peut risquer de faire tout capoter si vraiment le Parlement était hyper light sur le réemploi. Parce que de toute façon, on y va, faut être clair. Et on parle beaucoup des produits de grande consommation. L'intérêt aussi de ce texte, c'est de s'intéresser au circuit logistique B2B, avec notamment les palettes caisses qui pourraient être concernées par des objectifs de réemploi. Et puis, là c'est vers le consommateur, mais tout le e-commerce aussi, avec un objectif qui est d'ores et déjà dans le texte. Oui, complètement. Et puis là, il y aura sans doute des cas particuliers encore quand on importe des produits de l'autre bout. Enfin voilà, comme l'électroménager, où c'est importé de Corée, de l'autre bout du monde. Ça va peut-être être difficile de faire du réemploi et on trouvera des solutions. Mais après, sur ce qui est dans l'industrie européenne, oui, il va falloir du réemploi, évidemment. Voilà pour le réemploi. Recyclabilité, alors là pour le coup un peu de stabilité par rapport à ce qu'on connaît, pas des gros débats au niveau européen, donc on y va, là on avance. On est sur 2030 pour que tous les emballages soient recyclables. Donc en gros, par rapport au droit français, on est plutôt aligné. La seule grosse modification, c'est les emballages qui contiennent du styrène. S'ils sont non recyclables en France, sont interdits en 2025. Ça arrive vite. Oui. Donc ça peut être un emballage en polystyrène avec du noir de carbone qui ne se trie pas. Ça c'est interdit. Mais ça peut être aussi une bouteille PET avec un manchon en PS. Pareil, ça contient du styrène et on s'y attend pas, mais c'est un emballage PET qui est interdit à cause de non recyclable plus contient du PS. Et donc ça, en France, on l'a, 2025. L'Europe nous dit non, pour l'harmonisation, s'il vous plaît, repoussez à 2030. Donc on va voir dans PPWR où ça atterrit, mais c'est une des plus grosses différences. Et puis après, ce texte européen, du coup, est plus proche de ce qu'on connaît. Et donc on retrouve un petit peu tous nos leviers, en fait, où il faut agir sur la collecte, la sensibilisation des consommateurs, ou des usines quand on parle d'emballage industriel, ou des restaurants quand on parle du CHR. Il faut engager ce amont, il faut engager les industriels sur de l'éco-conception, il faut améliorer le tri et il faut améliorer le recyclage. C'est en faisant tout ça qu'on va y arriver. Et donc PPWR à date, ce qu'il nous dit, c'est donc 2030, il faut que tout soit recyclable. 2027, je vous donne les règles du jeu.
Donc là, on se dit, oh là là, déjà, je ne connais pas les règles du jeu, j'aurai que 3 ans pour me retourner. Et du coup, ce qu'on a initié avec la Commission européenne, c'est pour les plastiques, on n'a pas eu mandat de le faire sur d'autres matériaux, via les normes, c'est là le groupe que je préside, c'est de dire, on va commencer à écrire cette méthodologie pour les plastiques dès maintenant. Donc via les normes, on est 200 actuellement, c'est un gros groupe de normalisation, on n'avait pas vu ça depuis longtemps à l'AFNOR. Donc on est 200 autour de la table à chaque réunion. Il faut imaginer, en septembre, là, il y avait 3 réunions par semaine de 5 heures. Donc ça débat dur. Pour dire, en gros, c'est quoi la méthodo? Est-ce que l'opercule, je le considère avec mon pot de yaourt ou séparé? Et puis, qu'est-ce que j'ai le droit d'interdire ou d'autoriser, finalement? Qu'est-ce qui est en vert et qu'est-ce qui est en rouge? Et quelles sont les orientations à ce stade? Les orientations, c'est qu'on est en train, c'est que ça avance déjà, c'est qu'on a publié 15 textes là qui sont en consultation. Et juste pour que si vous voulez participer à ces textes, en fait, il faut juste rejoindre l'AFNOR en France et vous pouvez participer. Ça a un coût, mais voilà. Mais voilà, il y a 15 textes, donc ça avance. Il y a des consensus qui sont trouvés, il y a des gros blocages aussi. On n'est pas encore sorti du sujet nylon dans PE. Ah oui. Question qui revient régulièrement parce qu'il y a beaucoup de monde qui est concerné par ce sujet du nylon dans les films. Qui est pour l'instant en rouge. Il y aurait une alternative qui pourrait être acceptable en orange. Voilà, on commence à trouver des solutions. Mais voilà, et donc c'est des négociations dans le dur parce qu'il faut imaginer un recycleur et un producteur de nylon vont pas être d'accord sur une question comme ça. Effectivement. Mais qui va trancher? Qui va trancher, c'est le consensus. C'est ça qui est bien avec les normes. C'est que si un parti est isolé, c'est pas le consensus absolu. C'est une large majorité dans une direction. C'est clair. Et s'il y a vraiment un problème, c'est la commission. Hein. C'est du droit à la base. Mais voilà, et donc là, il faut progresser. On est déjà à 90% d'emballage recyclable. Juste, il faut l'avoir en tête, parce qu'on a toujours l'impression qu'il y a plein de trucs qui ne se recyclent pas, mais on est quand même à 90. Et le zoom qui est important, c'est que sur le plastique, on n'est qu'à 65. En fait, c'est le plastique qui nous pénalise un petit peu. Et la bonne nouvelle, c'est que même sans attendre ce droit, il y a plein d'actions volontaires qui arrivent pour augmenter ce chiffre. Donc là, j'ai mis Bonduelle, parce que c'est une annonce très récente. Ils arrêtent les PET-PE dans le surgelé, ils passent en mono-PE. Voilà, on les a aidés à faire ça. On va en parler tout à l'heure avec Fabrice. C'est un chouette engagement de leur part et ça nous aide en fait à créer les filières. C'est une étude de cas qu'on va explorer tout à l'heure. Et l'autre, c'est tous les appels à projets. Juste vous dire qu'on vous accompagne tout le temps. On vient d'en relancer un là sur les étiquettes autocollantes sur les bouteilles PET pour améliorer les choses. On va en lancer un sur le beurre. On fait des appels à projets plutôt ciblés, mais à chaque fois, on vient d'en finir un sur les manchons avec des petits trous, des perforations. Mais voilà, donc on vous accompagne en continu pour que ça marche. Et voilà, et donc sur la collecte, le tri, je vais passer très vite, mais c'est simplement vous dire qu'il y a plein de leviers à actionner. On parle énormément de la consigne, qui pollue complètement le débat de la collecte. Alors, la consigne pour recyclage, quelques mots, parce qu'effectivement, le ministre Christophe Béchu a annoncé fin septembre aux Assises nationales du déchet l'arrêt de ce projet. Il fallait qu'il y ait une évaluation telle que prévue dans la loi AGEC. Et le sujet est ressorti par, je ne sais pas si c'est la petite porte, mais c'est en tout cas le cahier des charges pour les éco-organismes. Une étude doit être produite avant la fin 2025, c'est ça? Si mon agrément est celui-là, parce que pour l'instant il est toujours pas, il est en consultation publique. Oui, et on devra faire une étude. Et juste pour l'instant, c'est encore dans l'incertitude. Juste vous dire, les gens qui sont opposés à la consigne voient d'un mauvais œil que Citeo réalise une étude sur pour ou contre la consigne, vu qu'on est pour. Et oui. Et on peut les comprendre. Et donc du coup, on se demande pourquoi c'est pas l'ADEME, etc. Et donc on peut que comprendre les arguments. Mais en tout cas, ce qu'il faut dire sur la consigne, c'est que c'est un levier important, la consigne pour recyclage. Et c'est pas que pour les bouteilles plastiques, hein, c'est pour les canettes alu aussi à minima. Exactement. On peut avoir des débats sur les briques. Et ça, il faut juste imaginer que c'est un gain de recyclage de même pas 3 points. On est à 70% aujourd'hui. Et si toute la consigne se met en place, etc., on passe à 73 en gros. Oui, c'est ça. Alors après, donc c'est important parce que sinon je les gagne pas ces points-là. Exactement. Si j'ai pas ça ou une alternative équivalente qui me fait gagner des points. Et l'enjeu, plein d'autres choses. L'enjeu, Vincent, est très fort en fait sur les boissons, les emballages boissons, les bouteilles plastiques. Le taux de collecte est de 60,3% si je ne me trompe pas. L'objectif de la directive SUP, c'est 90% en 2029. Sur les canettes, la collecte, c'est 45%. Donc on est loin des objectifs et la consigne pour recyclage semble être un levier actionné par les autres pays européens, d'où le débat qui a lieu en France. C'est pour ça qu'on est très favorable à ça, parce que sinon on n'arrivera pas sur ce segment d'emballage. Exactement. Mais en fait, les gens dans les barquettes et dans les films qui sont dans la salle ou qui ont des aérosols,
Bah, ils disent mais est-ce qu'on peut parler un peu de mes emballages et pas que de la consigne de boissons quoi. Et ils sûr. ont raison en fait, c'est que c'est un levier qui est important, mais parmi d'autres. Et Exactement, un c'est levier exactement parmi ça. Donc nous on le pousse en disant voilà il y a plein de leviers à actionner. Et par exemple il y a quelque chose on nous a beaucoup parlé améliorer les poubelles de tri dans la rue quand vous avez quelque chose en nomade là dans la main et que vous savez pas où le trier. C'est important. Nous, on pense que c'est hyper important pour la continuité du geste. Il faut que ce que vous faites à la maison, vous puissiez le faire dehors aussi. Mais en fait, ça ne va pas nous faire gagner des tonnages incroyables en fait au recyclage. Parce que ce n'est pas des grosses quantités, ce qu'on consomme dans la rue. Effectivement. C'est à peu près 200 000 tonnes sur 5 millions de tonnes. Donc c'est pas énorme. Donc voilà, ça c'est vraiment les objectifs. Donc j'ai remis les actions. Vous avez un rapport sur Internet qui explique tout ça, chaque action qui est là-dedans. Et puis il y a les filières de recyclage. Je pense que ça, là, Alors voilà, on est dans le cœur du sujet. Le cœur de vos sujets par rapport à vos emballages à vous. Donc on l'a annoncé, on a réorganisé, hop, je vais revenir en arrière, on a réorganisé le tri en France depuis le début de l'année, avec du tri et du surtri. Et aujourd'hui, on sait dire où on va sur les filières de recyclage. On a signé des contrats jusqu'en 2032 avec des recycleurs. Structurant. Donc voilà, on nous demande de la stabilité, on le propose, la stabilité en signant des contrats long terme. Et donc du coup, on sait où on va. Et là, on est dans la phase, et on va en discuter, et puis il y a le Cotrep qui va en reparler juste après, dans la phase où on vous dit, maintenant que les filières sont connues, qu'est-ce que vous avez le droit de faire pour rentrer dans ces filières en termes de design? Alors rappelons peut-être les 4 annonces, les 4 appels d'offres, les 4 filières qui ont fait l'actualité depuis décembre de la fin d'année dernière. Oui, donc ce qui est vraiment important, c'est qu'on restructure un petit peu le recyclage des bouteilles colorées qui se recyclaient déjà. Voilà. C'est que ça se recyclait plutôt dans la fibre et on va aller plutôt vers la bouteille maintenant. Ensuite, on crée des filières pour les barquettes en PET. On crée des filières pour les barquettes en PET, tous les rigides en PET. La barquette étant le plus visible. Oui, pot et barquette, mais même je sais pas, le boîtier de mascara en PET, il est dedans aussi. Donc, exactement. Il s'appelle ni pot ni barquette, mais tous les rigides en PET hors bouteille, le PS et les souples en PP et en PPPE. C'est ça. C'est complexe. Donc ça, voilà, c'est des usines de recyclage qui existaient déjà, sur lesquelles on fait des partenariats ou des nouvelles qui se créent. Donc il y en a en construction. On va y revenir avec le Cotrep tout à l'heure, y compris avec les recommandations évidemment qui sont attendues en lien avec ces filières en cours de construction. Et ce que vous devez retenir, c'est qu'il y a 4 résines principalement dans le plastique, si on parle que plastique, qui vous permettent de cocher déjà la case, la filière va exister, c'est PET, PE, PP et PS. Donc si vous êtes une autre résine, c'est pas mort, mais par contre, faut tout créer et ça coûte cher. Et nous, aujourd'hui, on n'a pas ces projets-là qui arrivent jusqu'à Citeo pour nous dire aidez-nous à la créer. Enfin, on entend parler de plein de choses, hein, de nouveaux, je parle résine, mais des calages en champignons, des bouteilles en lin, de PLA. En fait, on ne vient pas jusqu'à nous pour en parler. Et le temps est compté. Et le temps est compté, parce que c'est en 2030 le coup près. Donc ça ne veut pas dire que c'est interdit à ce stade, mais voilà, à l'horizon 2030, il y aura effectivement un couperet qui tombera. Et si je prends le sujet du bois qui a animé un peu l'actualité. J'allais vous interroger, évidemment, PPWR a mis les boîtes de camembert sous les feux de la rampe. On parlera des boîtes de camembert et des AOP, mais plus globalement, le bois, si à la fin je vous crée une filière de recyclage pour le bois ménager et que je vous dis ça vous coûte 1 € par emballage chez Citeo pour financer cette filière, en fait vous allez me dire je sors du bois, je vais au carton. Donc en fait c'est ça un peu l'enjeu, c'est de se dire ça a un coût, il faut le rationaliser, il faut l'étudier, nous on sait calculer ça, un coût et l'organisation. Mais voilà, à chaque fois ça a un coût et puis à la fin il faut voir l'impact. Si je fais un coût complètement prohibitif, vous changerez de matériaux en fait. Pour un volume de quoi, 10 000 tonnes par an autour 10 000 tonnes incluant les bouchons en liège, sachant que... D'accord, ok. Donc il y a beaucoup qui restent sur les bouteilles en verre, enfin voilà, c'est pas des gros tonnages. C'est à des faibles tonnages. Et juste, le bois des palettes, le bois des caisses sur les marchés se recycle hyper bien. Donc c'est vraiment un sujet de emballage ménager, emballage industriel. Il ne faut pas mettre tout le bois dans le même panier. C'est dans le monde de l'emballage ménager, le bois ça se recycle pas bien. C'est pas pour autant qu'il faut l'interdire selon Citeo, mais pour l'instant la loi française et la loi européenne l'interdisent. C'est clair, Vincent. Avec peut-être une exemption pour les AOP, pour les fromages. À suivre. Évidemment. Et puis ces filières de recyclage, il faut les consolider, on les aide. Donc on a des partenariats avec les recycleurs pour les aider à investir, pour améliorer le recyclage et la qualité du recyclé. Puis du coup, on l'a dit, on a des partenariats pour faire progresser, pour créer des nouvelles usines de recyclage, tout bêtement. Donc là, vous avez à l'écran quelque chose qu'on a déjà dit avant, PET, PE, PP, PS, voilà les 4. On va y revenir. Juste vous dire, si
Si vous ne voyez pas dans une de ces cases-là, commencez à y réfléchir sérieusement parce que le temps est compté. Si vous êtes dans une case, c'est une bonne première étape. Et puis après, il faut aller regarder les tableaux du CEREC, du COTREP, enfin des comités qui sont en charge de la recyclabilité pour savoir si vous allez jusqu'au bout. Et donc ça, c'est nos 3 nouvelles filières. Bon voilà, on y a déjà dit, mais juste faut dire, on a des recycleurs qui vont être en France, qui vont être pas en France. On a fait une sélection selon plein de critères. On n'est jamais pieds et poings liés avec un seul recycleur. On a souvent plusieurs positions. Donc là, pareil, le COTREP dans la prochaine conférence va vous l'expliquer, mais vrai casse-tête quand il faut faire des recommandations qui marchent à la fois pour du recyclage mécanique et du recyclage chimique. Un vrai défi, en effet. Ouais. Un vrai défi. Mais qui seront des réponses qui seront ajustées dans le temps aussi. Voilà. Bien sûr, c'est que là, pour l'instant, vous imaginez, ces usines ne sont même pas là. Donc comment voulez-vous qu'on fasse un test ? Donc forcément, ce n'est pas des tests. C'est basé sur la connaissance des recycleurs, sur des lignes pilotes, c'est basé sur la connaissance du COTREP. Et voilà. Mais après, les grands principes sont là. C'est clair. Et je vais le dire très clairement, sans pour dévoiler un secret, mais si c'est un secret pour encore quelques personnes, un complexe souple qui mélange du PET et autre chose, ça ne marchera pas. Oui, d'avance, on le sait. On peut refaire des tests, ça ne marchera pas. Alors au final, quel matériau, quel emballage choisir, Vincent ? Quel emballage choisir ? Nous, la vision là-dessus, pour être très clair, c'est de se dire, déjà, il faut être recyclable. La réglementation est très claire, on l'a en France, on l'a au niveau européen. Il va falloir être recyclable et c'est vrai pour l'usage unique, c'est vrai pour le réemploi. Donc ça, il faut vraiment se le mettre en tête. Peu importe l'ACV, on peut encore avoir des débats. Oui, mais j'étais non recyclable, mais avec une meilleure ACV, je ne passerai pas la loi si je ne suis pas recyclable. Ce ne sera pas accepté par les consommateurs, tout bêtement. Donc il faut être recyclable. Et ensuite, nous, ce qu'on recommande, c'est de se dire, il faut être recyclable et il faut se baser sur l'analyse de cycle de vie pour faire le bon choix. Donc là, on fait un premier cas d'école sur le beurre, mais on est ouvert, on en a d'autres idées là et on vous invite, si vous avez des besoins à revenir vers nous, de se dire, je démarre par une ACV pour voir finalement quels sont les emballages qui ont le moins d'impact. Est-ce que c'est lié aux matériaux, est-ce que c'est lié au poids, peu importe, on va chercher les critères pour avoir le moins d'impact sur le beurre, sur les films souples. Je ne sais pas si vous le savez, mais les films souples, il y en a beaucoup qui ne sont pas recyclables encore aujourd'hui. C'est un petit tonnage, 4000 tonnes. Donc on mange plein de beurre, mais c'est 4000 tonnes, c'est du film, c'est hyper léger. Mais n'empêche qu'il y en a beaucoup pas encore recyclables. Donc là, avant de faire changer tout le monde, on se demande c'est quoi le bon emballage via une ACV. Et avec un critère, on n'étudie que des solutions recyclables. Donc ça, on est en train de le finir, on va le publier début de l'année prochaine. Et puis appel à projet dans la foulée pour dire maintenant on vous aide à basculer vers la bonne direction. Et il y a déjà des gens qui nous disent chouette. C'est bien comme façon de raisonner. Voilà comment on avance concrètement. Et voilà, et c'est comme ça qu'on veut maintenant conduire le changement d'emballage chez Citeo. C'est très clair. Merci Vincent, on peut l'applaudir pour cette présentation très riche.